Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez aller sur ma boutique Etsy, ainsi que me faire un don sur Tipeee ou sur Utip. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% cinéphile. Merci et bonne vidéo. Allez, mission, faire une vidéo qui dure moins de 30 minutes pour faire les tops et flops, on y croit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après la très longue vidéo de la semaine dernière que je vous remets dans le petit et dans la barre d'infos si jamais vous ne l'avez vu, c'était les rattrapages de l'année 2020, j'avais plus que hâte de vous retrouver pour le tournage du top et du flop de 2020. C'est un exercice auquel je me soumets chaque année avec énormément de plaisir parce que ce sont des vidéos que j'adore regarder sur les autres chaînes. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous le dis tout de suite, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me mettre votre propre top et flop ainsi qu'à mettre vos vidéos, allez-y, faites votre pub. C'est des vidéos dont je suis toujours très curieuse, c'est des choses que j'adore aller voir, donc surtout n'hésitez pas. Je vous avais aussi promis un concours si on dépassait les 1400 abonnés sur la chaîne, ce qui est le cas, donc surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder les modalités du concours. J'ai décidé cette année de partir sur un flop 13 et un top 13, tout simplement parce que d'habitude je fais un flop 15 et un top 15, mais étant donné le contexte compliqué de cette année pour aller regarder des films, j'ai vu beaucoup moins de films que d'habitude, donc je me suis dit 13 ça coupe la poire à peu près en deux, et donc voilà, ça fait un peu le compromis pour cette année spéciale. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour les tops et les flops de 2020 et je vais commencer par les flops. Mon flop 13 est le film Scandale, dont j'ai fait une vidéo solo dessus, que je vous mets ici, que je vous mets dans le petit, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir parce que je vais forcément y rentrer plus en détail qu'ici, où je ne fais que vous répéter très vite fait mon avis. Scandale, sur le papier, ça avait beaucoup de choses pour me séduire parce que ça parlait d'un fait historique et de quelque chose qui avait débouché au mouvement MeToo, donc quelque chose de féministe. Donc personnellement, j'étais forcément le public cible pour ce film. Ça ne m'a vraiment pas convaincue. Ça m'a pas convaincue parce que déjà cette histoire de solidarité entre les trois personnages féminins n'arrive quasiment jamais, finalement elle ne se fréquente pas du tout. Ça ne m'a pas touchée aussi parce que j'ai trouvé que c'était très américano-centré et très difficile à appréhender pour un public qui n'avait pas forcément tout le passif qu'il y a dans ce film. Je trouve qu'il est très peu pédagogique en fait par certains moments. Ça m'a peu touchée aussi parce que j'ai l'impression que le film n'assume pas d'être féministe, j'ai l'impression que le film n'assume pas d'être politique. En fait, à force de trop traiter ça comme un cas à part, à force de traiter le harcèlement sexuel comme un épiphénomène, j'ai l'impression que ce film rate le coche. J'ai l'impression que ce film se contente de rester à un petit niveau comme s'il n'assumait pas en fait l'ampleur qu'a eu ce phénomène. C'est la pause croquette de Macha. Bref, c'est un film que je trouve totalement inefficace, qui manque d'impact, qui manque d'ampleur. Et je dois vous avouer qu'à peu près 8 mois après l'avoir vu, j'en garde très peu de souvenirs, voire même aucun, alors que je pensais que ce serait justement un film très marquant. Je pense que c'est surtout la déception qui fait que j'ai mis ce film dans ce flop. En 12e place, le film qui m'a valu des torrents de merde. Mais alors, vraiment, allez voir les commentaires sous la vidéo si ça vous dit, parce que je me suis pris une chier, des insultes et des commentaires. J'ai jamais eu, je pense, autant de commentaires insultants sous une vidéo. C'est The Gentleman. Surtout que j'ai re-regardé la critique que j'ai fait de ce film et honnêtement, je suis très soft. J'arrête pas de dire que ce sont des points qui me dérangent parce que c'est d'un point de vue politique et d'un point de vue de la représentation, mais que si jamais vous aimez ce film, je comprends tout à fait pourquoi, que je comprends complètement qu'il y ait des gens qui adhèrent à ce genre d'humour. En plus, je n'arrête pas de dire que c'est un film qui a des qualités, notamment sur le jeu d'acteur, notamment sur le montage, donc vraiment, je ne comprends pas la mauvaise foi des gens sous cette vidéo, c'est hallucinant. Très honnêtement, je pense que j'ai servi de bouc émissaire pour un jour où il y avait des petits abrutis du 15-18 qui cherchaient à se défouler sur une SJW. La plupart des commentaires, c'est soit des insultes sur mon physique, soit des insultes sur le fait que je sois féministe, donc vraiment, on est au ras des pâquerettes en termes d'analyse et de critique. Je pense à vrai dire qu'ils se sont même pas fatigués à regarder ma vidéo, ils ont juste mis un petit pouce vers le bas, mais honnêtement, moi ça continue à me faire des vues, ça continue à me faire de la visibilité, donc pourquoi pas. The Gentleman, je ne vais pas vous refaire l'intégralité de ma vidéo, mais si je ne l'ai pas aimé, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un film vraiment rétrograde, un film vraiment virilo-viril et très machiste sur les bords. Ça m'a vraiment fatiguée parce que je trouve que Guy Ritchie est vraiment capable de mieux que ça. J'ai trouvé ce film vraiment lourdingue. J'ai trouvé que c'était presque parodique en fait des films de mafieux, tellement tout était poussé à l'extrême, mais dans l'ambiance virile quoi, dans l'ambiance aussi un peu raciste, bref, dans cette ambiance vraiment rétrograde. Je trouve que rétrograde c'est le terme qui convient le mieux à
ce film. Encore une fois, si vous avez aimé le film, je suis pas en train de vous insulter, je suis pas en train de dire que vous êtes la pire personne sur cette planète, donc vraiment détendez-vous les fans guys de Guy Ritchie. C'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis différents, on a le droit de ne pas forcément aimer les mêmes choses, on a le droit de ne pas voir forcément les mêmes choses dans le film, parce que si vous, l'aspect rétrograde et la représentation dans les films, ça ne vous intéresse pas, c'est ok. En fait, c'est genre un sujet de réflexion comme un autre, vous avez le droit de ne pas être sensible à ça. Moi, c'est des choses auxquelles je suis très sensible, les messages et les propos véhiculés par les films, c'est ceux qui me touchent le plus, et les messages et les propos véhiculés par The Gentleman, j'ai trouvé ça vraiment puant. Mais ce n'est que mon très simple et mon humble avis, donc si jamais vous pensez que je dois aller au pilori et que je mérite la peine de mort et que je mérite de me faire insulter sur mon physique à cause de ça, bah écoutez les gars, je vais vous bloquer et puis c'est pas grave, hein, on passera à autre chose. Je vous en avais parlé dans les rattrapages la semaine dernière, donc encore une fois, mon avis il sera un peu plus étayé, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Il s'agit du Prince oublié de Michel Hazanavicius. Je le mets là parce que je trouve que c'est un film qui ne sait pas trop où il va. C'est un film que je trouve raté dans ses objectifs qui ne sont absolument pas clairs, et c'est pourquoi je le mets dans un flop, même si honnêtement j'ai pas passé un moment détestable devant. Je le trouve raté dans ses objectifs parce que c'est un film qui a constamment le cul entre deux chaises. On ne sait pas si ça s'adresse à des enfants, à des adultes nostalgiques, à des adolescents. On sait pas si ça parle de la transition d'un âge à un autre, on sait pas si c'est censé s'adresser à des parents, on sait pas si la fable est censée s'adresser à des enfants. Ça va dans tous les sens sans pour autant avoir une double lecture fine comme peuvent l'avoir les Disney ou les Pixar qui s'adressent à la fois aux enfants, aux adultes. Là, ça n'a pas assez de profondeur et de finesse d'écriture pour qu'on sache réellement à qui le film s'adresse. En plus de ça, on sent que le film a souffert visuellement d'un manque de budget énorme, il y a vraiment des effets spéciaux qui sont très cheap. On a une ambiance visuelle très foutarque qui fait très ambitieuse mais qui en même temps ne fonctionne jamais parce que on sent que ça va un peu trop dans tous les sens, que Hazanavicius n'a pas été cadré et on sent que derrière il n'y a pas eu le budget nécessaire pour qu'il laisse libre cours à son imagination. Et je vous avoue que moi j'ai un problème de base avec le pitch qui consiste à dire qu'un père est jaloux parce que dans les rêves de sa fille, le prince qu'il incarnait au départ est remplacé par le garçon dont elle tombe amoureuse. Donc moi je trouve qu'il y a une espèce de vieux truc un peu oedipien qui est vraiment sale et qui depuis le début m'a mis très mal à l'aise et qui n'est jamais vraiment démonté par le film en fait. Donc oui, Le Prince oublié c'est un projet qui sur le papier avait de la gueule, c'est un projet en France que j'aurais aimé soutenir parce que c'est le genre de projet qu'on voit pas assez, mais très honnêtement le résultat final est vraiment casse-gueule et ne fonctionne pas. En numéro 10, c'est l'adaptation de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda. Honnêtement, plus je pense à ce film, plus je suis saoulée. Je suis saoulée parce qu'il y avait tellement moyen de faire mieux, il y avait tellement moyen de donner de l'ampleur et de donner de l'humanité, de donner de l'empathie, de jouer sur les décalages, sur l'ironie. On aurait pu avoir une comédie dramatique française vraiment ambitieuse qui aurait visuellement pu supporter l'ironie, le décalage de ton et le style d'écriture de Anna Gavalda. Là, on se retrouve avec une comédie dramatique qui sent le projet de commande. On sent le projet qui n'a pas d'ampleur, qui n'a pas d'ambition, on sent le projet qui est là justement pour capitaliser juste sur l'effet Anna Gavalda. Les acteurs semblent tous s'emmerder, en particulier Jean-Paul Rouve qui pourtant a le rôle principal, je trouve qu'il est en roue libre totale, il a l'air de s'en branler. Et même sans parler de l'adaptation qui retranscrit absolument pas l'esprit des bouquins de Anna Gavalda, on est sur une comédie dramatique française, tout ce qu'il y a de plus classique sur le plan du film seul, même si jamais vous n'avez pas lu les bouquins, je vois pas ce que vous pourrez tirer d'un film pareil. C'est plat, c'est mou, les situations semblent toutes déjà vues, les personnages ne sont pas attachants, bref vraiment, c'est un film très oubliable. En 9ème position, The Craft Legacy, l'espèce de remake slash reboot, on ne sait pas trop, de The Craft, le film des années 90. Bon, très clairement, ce film rate le coche d'être un film générationnel comme le premier opus, mais à la limite, on va enlever la comparaison avec le premier, tant les résultats sont incomparablement différents et incomparablement différents aussi en termes de qualité. En tant que film tout seul, The Craft Legacy, c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire en termes de teen movie d'horreur, c'est pas inventif, c'est pas intelligent, c'est pas intéressant, c'est pas beau. Enfin, si, c'est joli, la photographie et la mise en scène sont belles, mais aujourd'hui, je veux dire, c'est tout à fait dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, c'est beau par rapport à des films médiocres des années 90-2000 qui pouvaient avoir des photographies vraiment très moches. Aujourd'hui, on est capable de produire, même dans des films qui soient mauvais, des photographies qui sont très belles. C'est plus vraiment un critère de qualité. Ce qui me saoule le plus, je crois, avec The Craft Legacy, c'est que ça s'enrobe d'une espèce de pseudo-féminisme de comptoir, avec du girl power
thriller de pacotille qui vraiment ne sert à rien, qui fait vraiment un message de féminisme Tumblr qui n'a absolument aucun sens politique, aucune profondeur, d'autant plus que les femmes du film ne sont absolument pas des femmes qui arrivent à s'en sortir toutes seules, elles ont constamment besoin d'aide. Donc je trouve que ça rate le coche parce que d'un côté elles n'arrêtent pas de répéter sororité, on est des femmes fortes, etc. Mais dans les faits et dans les actes elles ne le sont jamais, donc c'est complètement raté. Donc oui, The Craft Legacy c'est un film d'horreur qui n'a rien d'original, rien de frais, et qui en plus de ça ne va pas donner envie aux gens de se pencher sur le film des années 90 qui lui était plutôt sympa, donc ça le rend d'autant plus nul à mes yeux. Je pense que les 3/4 de mes vidéos sont constituées de moi en train d'attendre que Masha finisse de bouffer. Je fais un tir groupé pour les 2 prochains films parce que honnêtement dans ma tête ils sont un peu ex-aequo et je pense qu'ils souffrent plus ou moins des mêmes problèmes. Il s'agit de The Boy 2 et du remake de The Grudge. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils souffrent du même problème? Parce que ce sont vraiment les films d'horreur les plus lambda que vous auriez pu voir de votre vie. C'est jamais inventif, c'est jamais original, il n'y a pas un pet de personnalité, il n'y a pas un pet de truc dont vous vous rappellerez en sortant de ces films. En plus de ça, ils ont tous les deux la même genèse, à savoir capitaliser sur une franchise à succès, l'un étant un remake, reboot de The Grudge absolument sans intérêt, et l'autre étant une suite de The Boy, le premier ayant plutôt bien marché. Ils ont voulu faire une suite qui, en plus de ça, détruit absolument tout l'héritage du premier film. Allez, si je devais en classer un au-dessus de l'autre, je trouve que The Boy 2 est quand même pire que The Grudge, dans le sens où, effectivement, dans le premier The Boy, il y avait un twist final qui était plutôt intéressant, qui justement apportait un peu de fraîcheur et un peu de nouveauté à des poncifs qui juste là avaient été vachement utilisés jusqu'à la moelle. Et ben The Boy 2 détruit tout cet héritage en détruisant justement l'intérêt du twist, en disant qu'en fait ce twist n'existe pas. Si on considère The Boy 2 comme étant canon par rapport au 1, bah ouais, le 1 du coup n'a plus aucun intérêt non plus, donc c'est complètement con. The Grudge, il a aussi un gros souci, c'est qu'il est quand même particulièrement laid. Sa photographie et sa mise en scène sont criardes, les couleurs sont ultra contrastées, on a l'impression de se retrouver face à un film de fin d'année d'étudiant. Bref, je vais pas m'étaler 107 ans dessus, d'autant plus que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos qui sont dédiées, donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir ça dans la barre d'infos pour que je vous en parle plus en détail, mais ce sont vraiment des films d'horreur qui n'ont pas d'intérêt. Et ce qui est très con, c'est que en allant les voir, et ben forcément j'encourage aussi cette production, donc des fois je me saoule un petit peu, mais je suis toujours curieuse d'aller voir ces films d'horreur. Je me dis toujours qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme pour The Vigil, dont j'attendais rien, qui est finalement plutôt une bonne surprise. Je sais pas, j'en attends toujours quand même un petit peu quelque chose, j'ai toujours un petit espoir que ces films qui sur le papier sont vraiment des grosses bouses se révèlent être des films plutôt surprenants et intéressants. Mais en tout cas, The Boy 2 et The Grudge, si jamais vous étiez curieux de les rattraper en streaming ou en VOD, surtout passez votre chemin parce que ça ne vaut absolument pas le coup. En 5e place, le film qui était censé sauver le cinéma et les distributeurs, soi-disant, il s'agit de Tenet. Plus je pense à ce film et plus je suis saoulée en fait, tellement il y a des gens qui se pignolent en disant « Oh c'est un film qui est ultra compliqué, j'ai rien compris, c'est un film qui est ultra intelligent ». Si vous n'avez rien compris, c'est juste parce que ce film est inutilement cryptique, c'est parce que c'est un film qui est mal foutu, c'est un film dont le montage est complètement épileptique, c'est un film qui se donne des atours volontairement compliqués, qui est en fait artificiellement compliqué. Ce n'est pas un film qui est compliqué par son propos, ce n'est pas un film qui est compliqué parce qu'il a du fond. C'est un film qui parle de voyage dans le temps sans apporter vraiment d'innovation à ce niveau-là. Il y a des innovations qui sont visuelles, mais il n'y a pas d'innovations qui sont sémantiques, il n'y a pas d'innovation de fond. En termes de scénario, on est sur quelque chose de très simple, hein. C'est un scénario où on va sauver la demoiselle en détresse, il n'y a rien de pire, ou alors on va déjouer les engeances d'une méchante multinationale qui veut faire péter le monde, boum boum. Enfin, il n'y a absolument rien de plus simple à comprendre que ça, quoi. Tenet, c'est un film qui est assez insupportable parce que je trouve qu'on dirait une caricature de Nolan. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo rattrapage, je vous en parle plus en longueur. Ici, le but n'est pas de rentrer dans l'analyse, dans de la critique et tout. Mais oui, Tenet me gonfle d'autant plus que j'ai l'impression que ça va imposer un espèce de nouveau standard où pour que des films soient considérés comme intellectuels, il faut forcément qu'ils aient une forme ultra complexe. Le gros problème de Tenet, c'est que ça s'entoure d'une aura de prétention qui, je pense, définit une espèce de nouveau standard d'un blockbuster intelligent. Si vous prenez le film Mad Max Fury Road par exemple, qui a une forme aussi extrêmement complexe, qui a un scénario qui est pourtant très épuré, c'est un film qui a beaucoup plus d'intelligence, qui a beaucoup plus de fond, qui raconte beaucoup plus de choses que Tenet.
Donc vraiment, si jamais vous vous êtes senti entre guillemets bête en sortant de ce film, il faut pas parce qu'en fait c'est un film qui vous prend pour des cons, c'est un film qui vous prend de haut. Ce n'est pas un film très intelligent et si vous avez l'impression d'avoir loupé un message, à mon avis c'est que c'est pas du tout le cas, c'est tout simplement que c'est un film très premier degré, qui a pas grand chose en termes de seconde lecture à voir. Et juste parce que vous n'avez pas adhéré à la forme qui est complexe, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de débile. C'est aussi ça qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que Tenet crée des complexes chez les gens. Tenet c'est vraiment un film en plus où j'ai pas du tout apprécié la séance de visionnage parce que le son était très fort, c'est une volonté de la boîte de distribution de mettre le son très fort, ça rend la séance insupportable d'un point de vue physique. Moi j'avais presque la nausée en ressortant, et pourtant j'aime vraiment beaucoup ce que propose Nolan, mais alors celui-ci c'est vraiment un projet qui me gonfle de bout en bout. En quatrième place, Russell Crowe qui en fait des tonnes dans Enragé. Je le mets très bas parce que mes attentes pour ce film n'étaient vraiment pas élevées et pourtant il a quand même réussi à me décevoir, c'est un exploit. C'est un film que je trouve grotesque, c'est un film qui en fait des tonnes, pour moi c'est l'archétype du navet en fait. C'est le film qui n'essaye même pas de proposer quelque chose qui soit un tant soit peu original. Finalement j'aurais peut-être pu l'intégrer avec The Boy 2 et The Grudge, même si eux avaient la particularité de capitaliser sur une licence. Enragé a au moins le mérite de proposer un scénario original, mais pour moi il souffre un petit peu des mêmes problèmes, à savoir que ça se contente d'être un film de genre et c'est tout. C'est vraiment du basique de A à Z. Et du basique qui à côté de ça n'est même pas divertissant, parce que moi honnêtement qu'un film se contente de bien faire ce qu'il a proposé de faire, ça me va. Mais là c'est pas le cas, parce que là où on s'attendrait à un rythme qui soit endiablé, quelque chose qui soit vraiment dans la frénésie, c'est en tout cas ce que proposait le pitch et ce que vendait la bande-annonce, on se retrouve avec un film qui a un rythme très foutrarque, avec des espèces de pauses qui sont très malvenues, qui coupent le rythme constamment. Enragé en plus de ça se plante totalement dans son propos, parce qu'on sent que le film, en tout cas avec la scène d'ouverture, essaye de développer quelque chose sur la société qui deviendrait de plus en plus violente. Sauf qu'à aucun moment cette métaphore ne fonctionne, parce que le personnage de Russell Crowe, qui incarne la montée de violence dans ce film, est présenté depuis le début comme étant une personne à part, comme étant une personne qui n'est pas née du système, qui n'est pas née de la société, mais comme étant une personne qui a déjà beaucoup de violence en lui. Donc à partir de là, tu peux pas créer une métaphore si jamais tu parles d'un cas particulier. Je vais pas m'étaler 107 heures sur ce film parce que honnêtement j'ai pas grand chose à en dire, c'est un film qui est vide, c'est un film qui est plat. C'est vraiment un gros navet, mais après je pense que pris peut-être au second degré pour regarder Russell Crowe qui cabotine quand on fait des caisses, qui n'est jamais crédible, ça peut être peut-être un peu marrant. Et si jamais aussi on essaye de voir toutes les mauvaises décisions que prend le personnage principal et qu'on essaye de voir à quel point son jeu d'actrice est fade et plat, peut-être que ça peut être un peu marrant. Moi j'ai pas eu cet aspect second degré un peu nanardesque, mais cette seconde lecture là peut peut-être lui donner un peu d'intérêt, ouais. En troisième position, nous sommes encore sur une adaptation littéraire ratée avec Artemis Fowl. Ce projet me foutait la trouille dès le départ, dès que je savais que Disney allait faire une adaptation, et plus j'en apprenais sur les choix de casting, sur un petit peu l'histoire qui allait être développée, plus j'avais la trouille. En voyant la bande-annonce, je me disais ça va être la cata, et oui, c'est la cata. Je le mets aussi très bas dans ce classement parce que, à la limite, que ce soit une adaptation ratée, ce sont des choses qui arrivent. Un film et un livre ne seront jamais 100% fidèles, mais le problème c'est que c'est un film qui ne fonctionne pas en tant que film en lui-même. C'est un film qui n'est jamais un film qui va devenir générationnel, c'est un film qui ne donne pas envie de redécouvrir les personnages, c'est un film qui ne donne pas envie qu'on continue à suivre leurs aventures, c'est un film dont l'histoire et les personnages sont absolument pas inventifs. J'ai l'impression de regarder Eragon ou de regarder Percy Jackson. L'adaptation de Percy Jackson au cinéma, c'est à peu près le même niveau. Artemis Fowl, ça va donc rejoindre cette longue lignée de sagas littéraires qui ont été ruinées à leur passage au cinéma par des producteurs peu scrupuleux qui n'ont absolument aucune imagination, qui ont souhaité capitaliser sur une saga à succès sans jamais comprendre ce qui en faisait le succès, et qui ont donné ça à un yes man sans intérêt. Pourtant, Kenneth Branagh, qui est du coup le réalisateur du film, a eu l'occasion de présenter d'autres films qui avaient été un peu plus intéressants que ça. Donc je sais pas si c'est un problème qu'il a été pieds et poings liés par le studio, ça se pourrait, à mon avis il a eu un cahier des charges énorme, à mon avis ça a été un film qui a été charcuté au montage pour coller aux attentes du studio, parce qu'on sait très bien que Disney c'est sa politique. Au final il en ressort un film qui n'a aucune personnalité, ce qui est quand même un exploit parce que Artemis Fowl c'est vraiment une saga littéraire qui est très inventive et originale. Déjà ce qui est intéressant c'est que Artemis Fowl c'est un anti-héros, c'est un mec
mec qui est antipathique. Et en fait, on suit surtout le personnage de Holly Short, qui est une fée qui fait partie de l'équipe des Farfadets, c'est l'équivalent de l'armée pour les fées. Mais Artemis Fowl, qui donne son nom à la saga, c'est vraiment un petit enfoiré. Holly Short, le personnage que l'on suit, est aussi constamment confronté au sexisme dans l'équipe des Farfadets parce que c'est la première femme à l'avoir rejoint. Il y a donc tout un message sur le sexisme ambiant qui est très intéressant. Dans le bouquin, il y a aussi tout un message sur le racisme parce qu'il y a des races qui ne sont pas forcément traitées de la même manière parmi les fées. Et enfin, le personnage de Holly Short est censé normalement avoir la peau noisette et ils ont quand même réussi à se débrouiller pour donner ça à une actrice blanche, c'est fabuleux. Ils ont réussi à faire de Artemis Fowl, qui est un personnage qui justement casse tous les clichés et tous les codes qu'on pourrait attendre dans de la littérature pour adolescents. Ils ont réussi à en faire un personnage qui soit archi fade. Pour moi, la seule chose qui est réussie dans le film, c'est Mudge Gilligan qui ressemble à peu près à son personnage, qui a à peu près la même manière de s'exprimer. Mais sinon, tout le reste, c'est une catastrophe. Je vous le disais déjà la semaine dernière dans ma vidéo rattrapage, mais je pense que Artemis Fowl c'est une saga qui est mort-née. Je vois pas comment avec une base pareille ils pourront développer des suites et je vois pas comment ils pourront donner envie aux gens de se pencher à nouveau sur l'univers. En seconde place, j'ai longtemps hésité à le mettre en premier parce que honnêtement plus j'y repense et plus je trouve que ce film c'est du foutage de gueule, mais je l'ai mis en deuxième. C'est Sortilège, un film dont je vous parlais, un film turc je crois, dont je vous avais fait une vidéo solo, Sortilège Tlames il s'appelle aussi. Ce film je le déteste d'autant plus, enfin je le déteste, je le trouve d'autant plus merdique depuis que j'ai vu, durant le confinement, 2001 l'Odyssée de l'espace. Parce qu'il y avait un élément du film que je trouvais intéressant, c'est que les personnages étaient confrontés à une espèce de monolithe, qui était une espèce de dieu, qui était une espèce de figure transcendantale, on savait pas trop ce que c'était, et je me disais, waouh, c'est vachement intéressant ce monolithe qui sort de nulle part, c'est un peu symbolique, c'est un peu mystérieux, c'est un peu cryptique, on sait pas trop d'où ça vient. Et là j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace, et j'ai compris, en fait ce film c'est une vieille repompe de 2001 l'Odyssée de l'espace, version bible quoi. Ça se contente d'aligner des symbolismes que l'on connaît déjà absolument par cœur, en plus de ça c'est enrobé dans toute une atmosphère où les personnages ne parlent pas, ils communiquent avec leurs yeux, il y a tout un truc qui est très prétentieux dans la forme du film, c'est long en plus. Oh, mon dieu que c'est long, qu'est-ce qu'on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce film. Alors, il y a des scènes qui sont très très belles, on va pas se mentir, en termes de photographie, en termes d'ambiance, il y a des trucs qui sont développés, qui sont oniriques, mystérieux, il y a des plans sur la forêt qui sont magnifiques, mais c'est tout quoi. Je suis la première à aimer les films qui sont cryptiques, qui sont symboliques, qui se donnent pas entièrement au premier visionnage, mais alors là, celui-ci, c'est même pas que ce soit cryptique, c'est que c'est volontairement, un petit peu comme Tenet, c'est que c'est volontairement encombré dans une forme qui cache un fond qui est au demeurant très classique étant donné que c'est la Bible. En fait j'ai un peu le même problème avec ce film qu'avec Mother, si jamais tu veux raconter la Bible, il y a aucun problème, mais genre assume de raconter la Bible. T'es pas obligé d'enrober ça dans un espèce de récit contemporain, t'es pas obligé d'enrober ça dans une forme ultra complexe, t'es pas obligé de prendre tes spectateurs de haut, tout ça parce que t'as envie de raconter la Bible. Assume, c'est pas grave, c'est très bien de raconter la Bible, c'est très intéressant. Dans son montage, dans son rythme, dans sa photographie, dans son jeu d'acteur, Tlames, je trouve que c'est un petit peu, enfin Tlames Sortilège, je trouve que c'est la caricature du film d'auteur. C'est un film qui donne du grain à moudre aux détracteurs des films d'auteur de manière générale. C'est vraiment un projet, quand j'y repense, qui est plutôt risible à vrai dire. On dirait une parodie de quelqu'un qui aurait voulu faire quelque chose d'autorisant. Honnêtement, c'est risible et c'est assez insupportable. Et bien évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous s'en doutez, le film le pire qui est sorti cette année, c'est le film Forte. Si jamais vous le souhaitez, j'ai sorti un épisode de critique politique consacré uniquement à ce film, et surtout à essayer de démontrer pourquoi, sous couvert de gentils messages, pourquoi, sous couvert de comédie qui soit légère, c'est en fait un film qui fait passer des choses qui sont insidieuses, qui fait passer des messages puants, qui a une rhétorique qui est vraiment malsaine. Et pourquoi ce genre de film, ce genre de comédie française classique qui sortent chaque année sur nos écrans sont beaucoup plus dangereuses qu'il n'y paraît, à la fois dans leur message mais aussi dans l'industrie cinématographique. Donc je vous laisse aller voir ça parce que forcément j'en parle beaucoup plus en détail. J'ai pas envie de m'énerver à nouveau sur ce film ici, ça n'est absolument pas le but, mais Forte c'est un film qui, sous couvert de parler de body shaming, fait du body shaming. C'est un film qui a énormément de rhétorique grossophobe, c'est un film qui a énormément de rhétorique raciste, c'est un film qui, à côté de ça, développe une histoire ultra classique, ultra déjà vue. C'est un film qui n'a pas d'intérêt sur le plan de
l'humour, les personnages ne sont pas spécialement attachants, il y a des volontés de mise en scène qui sont exposées dans le dossier de presse mais qui finalement ne fonctionnent pas quand on regarde le résultat final à l'écran. Encore une fois, je vous en parle et je démontre ça dans la vidéo. À la base, c'est un film qui devait sortir au cinéma mais qui finalement est sorti en VOD sur Amazon Prime, et d'un côté ça m'énerve entre guillemets un peu parce que j'ai l'impression que ça a donné l'occasion à beaucoup plus de monde de le voir. Et ça me fait chier parce que c'est vraiment pas un film qui mérite d'être vu, parce qu'en plus de ça, c'est un film qui, je trouve, fait du mal au cinéma. Dans l'idée, objectivement, si on prend The Boy 2 ou The Grudge, ce sont des films qui sont plus mauvais sur le point de vue objectif que Forte, parce que Forte, il y a quand même la volonté un peu de passer un message, il y a quand même des acteurs qui s'en sortent pas trop mal, bon, il y a un minimum d'intérêt, mais c'est mon flop à moi, c'est subjectif, et moi, d'un point de vue subjectif, j'ai vraiment absolument haï ce film, au point que j'en ai ressenti la volonté de faire une vidéo et d'ouvrir une nouvelle chronique sur ma chaîne uniquement pour parler de ce film, quoi, vous vous rendez compte? Je vais pas tirer sur l'ambulance des milliers d'années, je pense pas que c'est un film qui ait non plus eu un public et un succès absolument monumental, mais voilà, s'il y a bien un film que je ne vous recommande pas de voir qui est sorti cette année en 2020, il s'agit de celui-là. Et voilà, mes flops de l'année sont terminés, on passe tout de suite au top de 2020. En 13e place, et ça lui va très bien, la place un peu maudite, un peu étrange, Underwater. Plus je pense à ce film et plus je le trouve intéressant. Underwater, c'est tout ce que j'attends d'une bonne série B. C'est un film qui ne se la pète pas midi à 14h, mais qui tient ses promesses. C'est un film qui propose une expérience immersive réussie, c'est un film qui réussit plutôt bien à faire peur, et c'est un film qui visuellement propose des choses qui sont assez innovantes, notamment le chara-design des créatures qui est particulièrement effrayant. C'est un film très Lovecraftien dans son ambiance, très Lovecraftien aussi dans les créatures qu'il développe, et très honnêtement, avec Color Out of Space, je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur film Lovecraftien que j'ai vu. En tout cas, dans ce qui est de retranscrire l'ambiance visuelle et dans ce qui est de retranscrire le design des créatures. En plus de ça, c'est un film dans lequel on voit Kristen Stewart qui est un peu réhabilitée, et ça me fait plaisir, parce que cette meuf s'était pris des torrents de merde à la tronche quand elle avait fait Twilight, et honnêtement, c'est une bonne actrice quand elle est exploitée dans des bons rôles, dans des rôles notamment où elle doit jouer un personnage qui ne laisse pas beaucoup de place à ses émotions. Je trouve qu'elle est excellente. Là, elle joue un personnage qui, malgré elle, va devenir la leaduse d'un petit groupe de survivants, et je trouve qu'elle est vraiment excellente dans ce rôle de mentor, elle a vraiment les épaules pour porter ça. Vous allez voir que dans mon top, il y a beaucoup de films de genre et il y a beaucoup de films d'horreur, mais Underwater, ça fait vraiment partie de la crème de ce que j'ai pu voir cette année. En 12e place, le film 2. Qu'est-ce que j'étais contente de savoir que ce film va représenter les Oscars en France, enfin va représenter la France aux Oscars cette année, parce que Dieu sait qu'il le mérite. C'est un film, je trouve, qui est réjouissant, qui est magnifique, qui est profond, qui est sensible, qui est sincère, qui est émouvant. C'est un film qui part du postulat assez simple sur la romance lesbienne entre deux femmes âgées. Jusque là on se dit ok, ça va développer une petite comédie sentimentale ou dramatique autour de ça. Sauf que ça ne se contente pas d'être que ça. Le film dérive de plus en plus, le film va emprunter à des codes du thriller, le film va emprunter à des codes du cinéma de genre avec des scènes qui sont surréalistes pour développer quelque chose sur la vieillesse de manière générale. Il y a toujours bien évidemment la question LGBT en fond. Il y a aussi toute la relation au mensonge, au secret. Il y a des choses qui sont très belles développées dans ce film, très intelligentes. C'est un film en plus de ça qui visuellement a de la personnalité. On n'est pas face à une production qui est fade. Je pense que son gros point fort c'est son duo d'actrices. Elles sont absolument époustouflantes. Et Léa Drucker aussi qui joue du coup le rôle d'une des filles du couple de femmes lesbiennes. Léa Drucker que je n'avais jamais trop vue dans un rôle où elle avait l'occasion d'être profonde, touchante, sensible, je l'avais surtout vue dans des comédies un peu foutrarques. Elle est excellentissime cette femme, vraiment hein, je l'ai redécouvert dans ce film grâce à ce rôle. Encore une fois je vous invite à voir la vidéo solo que j'avais sortie sur ce film si vous voulez plus de détails, mais si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, rattrapez-le. Il devait normalement ressortir en salle en décembre évidemment, c'est un petit peu tombé à l'eau. Si jamais il ressort en salle grâce à sa nomination aux Oscars, vraiment ruez-vous sur ce film, c'est un très beau film qui vaut le coup, qui ne se contente pas de son postulat de base. C'est un film qui est politique, c'est un film qui présente une romance lesbienne très belle. C'est un film qui parle de la vieillesse, de l'âge, c'est un film qui parle du secret, du mensonge, qui est très intelligent aussi là-dessus. Il n'y a aucun manichéisme, il n'y a aucun message qui est plaqué, il y a beaucoup de finesse, c'est un très beau film. C'est une petite pépite d'émotion et la fin, la scène finale, elle est particulièrement touchante et émouvante. Vraiment, allez voir ce film. Je suis désolée, j'accélère un petit peu parce que je me rends compte que j'ai plus beaucoup de batterie. De toute façon, tous les films que je vous présente, j'en ai déjà parlé ailleurs, donc comme je vous l'ai dit, l'idée ici c'est pas de faire de l'analyse ou de la critique, c'est juste de vous dire un petit peu mes avis et pourquoi je les ai aimés.
En 11e position, 1917. Je l'ai remis un petit peu plus bas dans mon classement que ce que je pensais parce que finalement, 8-10 mois après l'avoir vu, j'en ai un peu moins de souvenirs que ce que je pensais, il m'a moins marqué que ce que je pensais parce que quand j'étais sortie de la séance, j'avais été bouleversée. Ce film m'avait cassé la gueule, ce film, j'avais pleuré d'admiration, j'avais pleuré en sortant de la séance, j'avais trouvé ce film absolument génialissime et vous voyez j'ai même pas eu envie de le revoir, on l'a acheté en Blu-ray parce que j'avais peur d'être un peu déçue, j'avais peur que ce soit un impact qui ne dure qu'au cinéma. Et c'est un peu ça aussi de manière générale sur son récit, sur l'impact qu'il m'a fait. Sur le coup ça a beaucoup fonctionné mais avec le recul je suis un peu moins dithyrambique que ce que je pensais. Après il se retrouve quand même dans mon top donc ça veut dire que j'ai quand même vraiment aimé. C'est un film déjà visuellement... Bon, est-ce que Sam Mendes et son directeur de la photographie ont encore des preuves à faire? Je ne pense pas, mais c'est une de mes plus grosses claques visuelles au cinéma avec Antebellum, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. C'est absolument sublime. Sur le récit, c'est aussi magnifiquement construit. On a ce faux plan séquence, on a vraiment l'impression d'être au cœur du récit, on est ultra immergé dans cette histoire de guerre. C'est un film qui réussit à apporter de la sensibilité sur un sujet qui n'est pas du tout facile. C'est un film qui réussit à apporter de la beauté et de l'humanité, encore une fois, au cœur de la guerre. En plus de ça, moi je suis pas du tout sensible normalement aux films de guerre, c'est vraiment un genre qui a tendance à me gonfler, mais là j'ai vraiment adoré et adhéré à ce film. Donc voilà, 1917 de toute façon je ne vais rien vous apprendre, c'est un film qui a croulé sous les éloges et je pense à raison parce que c'est vraiment un film qui mérite ces éloges là. C'est une prouesse technique, c'est une prouesse visuelle, c'est une prouesse d'acteur, c'est une prouesse d'écriture. C'est vraiment un film qui est ultra réussi, mais avec le recul il m'a moins marqué sur le plan personnel que certains autres films qui vont être dans ce top, d'où son classement un petit peu haut. Enfin, son classement un petit peu bas du coup, bref, je me comprends. En 10e position, A Dark Man de Adilkan Yerzhanov. Je suis absolument fan de ce réalisateur, je suis fan de son ambiance et je suis très fan de la poésie sombre et des fables sombres qu'il développe. C'est un réalisateur qui œuvre dans le film noir mais qui ne se contente jamais de coller à 100% à ce genre-là. Il y incruste aussi beaucoup d'autres inspirations qui font que ses films sont très riches. Notamment, il va toujours insuffler une petite dose de merveilleux. Alors c'est pas vraiment du fantastique mais plus du merveilleux. On va avoir toujours quelque chose de l'aspect du conte, de la fable qui va décaler la réalité, qui va donner un point de vue qui soit sensible et surtout très poétique sur le monde. Pourtant, Dark Man a un postulat de départ très sombre. On parle d'une affaire de pédophilie et de meurtre, on parle de la corruption policière, on a des scènes de torture, on a des choses qui sont vraiment viscéralement dérangeantes. Et à côté de ça, on a des scènes d'une poésie, d'une douceur, d'un merveilleux, on a des scènes d'une innocence enfantine au milieu qui sont absolument sublimes. Ce film, quand j'y repense, c'est un petit peu comme La tendre indifférence du monde de son film précédent, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Et je sais pas, il a l'art de toucher une corde sensible chez moi, il a vraiment l'art de faire en sorte que je me sens happée par cette atmosphère lourde, pesante, lente. Ce sont des films où les plans durent très longtemps, ce sont des films où on est plongé dans une atmosphère désertique, aride, et pourtant il y a quelque chose de lumineux, de solaire qui se dégage. C'est une confrontation toujours de l'ombre et de la lumière, mais il y a toujours la lumière qui finit par gagner. Le plan final de A Dark Man est d'ailleurs absolument magnifique dans ce sens-là. Et en plus de ça, vu que ça touche à un genre que j'aime beaucoup, à savoir le film noir, mais que ça se réapproprie quand même ses codes, tout en parlant quand même de la situation politique au Kazakhstan, ce genre de choses, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je suis très heureuse qu'on puisse aujourd'hui voir des films qui viennent du Kazakhstan, je suis très heureuse qu'on puisse voir que ce genre de film soit importé à l'international. Pour moi, c'est absolument fabuleux qu'on puisse avoir accès à des pépites comme ça qui viennent par exemple du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, j'avais vu des films qui venaient du Turkménistan. Je trouve ça trop intéressant parce que ça offre des points de vue qui sont divers sur le monde et surtout ça change des standards habituels, même si ça reprend des codes du film noir par exemple ici, de manière générale, on sent toujours que les réalisateurs de différents pays vont y mettre forcément leur culture, vont y mettre forcément leur acquis, et ça va venir sur un même exercice de style, à savoir par exemple un film noir, ça va venir donner une diversité de points de vue sur ce même style. Je trouve ça super intéressant et heureusement qu'on a accès à cette diversité là, et A Dark Man fait vraiment partie des petits bijoux qui sont sortis cette année. En 9e position, le film Relique, qui m'a hantée pendant des jours et des jours.
après avoir vu le film. Il m'a mis très mal parce qu'il a touché à un sujet qui est particulièrement sensible chez moi, à savoir le sujet déjà du deuil, mais aussi le sujet de la maladie. Enfin, la troisième question, c'est le sujet de la mémoire, surtout de la mémoire familiale, de ce qu'on fait de cette espèce d'héritage. Et Relique, c'est un film qui aborde tous ces sujets-là en une seule fois et qui les aborde de manière très intelligente, très fine, très profonde. Et à la fin, quand je vous disais que ce film m'a mis très mal, il m'a pas mis mal parce qu'il aborde mal ces sujets-là, il m'a mis mal parce que, au contraire, ça faisait du bien presque de voir un film qui abordait ces sujets-là avec autant de justesse, autant de sensibilité, autant de rigueur. Si ça m'a mis mal, c'est surtout parce que ça a remué des choses qui étaient personnelles, mais finalement ça m'a fait du bien. C'est un film que j'ai trouvé cathartique, parce que justement quand on voit au cinéma des œuvres qui touchent à des choses que l'on connaît, que l'on ressent, que l'on perçoit, et que l'on arrive à voir des auteurs, des artistes qui mettent le doigt de manière juste sur nos propres ressentis, ça fait du bien. Déjà parce qu'on se sent moins seul, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose de tangible à quoi se rattacher, on a l'impression qu'on a quelque chose où on peut expliquer aux gens, par le biais de cette œuvre-là, ce que l'on ressent et comment on le ressent. En plus de ça, sur le plan purement cinématographique, c'est un film qui est très beau, qui bénéficie d'une ambiance visuelle absolument magnifique. Le trio d'actrices est excellentissime. On sent qu'il y a une actrice qui est issue du théâtre, qui a des gestes qui sont très solennels. On a une scène où la maison se rétrécit un petit peu façon Alice au pays des merveilles, où on a l'impression que tout l'univers du quotidien est bousculé, on a une perversion des codes du quotidien où d'un coup on n'a plus aucun référentiel auquel s'attacher parce que tout est bousculé, tout est perverti. J'ai trouvé cette scène, c'est une des scènes horrifiques qui je trouve fonctionne le mieux que j'ai pu voir au cinéma parce que ça se situe justement dans un univers quotidien et tout est bouleversé. Bref, Relique, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment une petite merveille. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Je pense qu'hélas il ne va plus être reprogrammé en salle quand les cinémas rouvriront, mais si jamais c'est le cas, par chance, par chez vous, foncez parce que c'est vraiment un excellent film. Un autre excellent film de genre, oui je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de films de genre et beaucoup de films d'horreur dans cette vidéo, il s'agit de Antebellum. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que c'était un des films les plus beaux que j'ai vu cette année, si ce n'est le plus beau. À mon avis ça se joue avec 1917, la scène d'ouverture de ce film en plan séquence est une des scènes les plus belles que j'ai pu voir cette année au cinéma. Antebellum, c'est vraiment un film qui est d'une intelligence et d'une maestria dans son écriture et qui surtout nous mène par le bout du nez, de surprise en surprise. C'est un des films où je me suis fait le plus avoir, d'autant plus que j'y suis allée sans savoir vraiment de quoi ça parlait. Et je pense que cet effet de surprise a d'autant plus fait que j'ai adoré ce film parce que je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et quand on comprend que toutes les pièces du puzzle s'assemblent, je vous jure que j'ai eu l'impression qu'il y avait une explosion dans ma tête, quoi. Vraiment le gif mindfuck. Et en plus de ça, ça développe un message qui, hélas, est toujours d'actualité. C'est un message qui nous met en garde contre les suprémacistes blancs, qui nous met en garde sur la montée du fascisme, qui nous met en garde sur la montée de l'intolérance, et en particulier l'intolérance raciste. On a quand même partout aujourd'hui, et surtout en Europe, une montée fascisante, et je pense que ce genre de film, c'est une bonne piqûre de rappel, c'est aussi une bonne mise en garde de ce qui pourrait arriver. Et ne pensez absolument pas que ce qui est présenté dans ce film est quelque chose d'exagéré, pas du tout, et c'est ça qui fait peur. Si je le mets relativement bas malgré mon enthousiasme dans ce classement, c'est parce que je trouve que la fin, hélas, n'est pas à la hauteur du reste du film. Les 15 dernières minutes retombent dans des poncifs de slasher, de films d'horreur qui sont un peu plus premier degré. On retombe dans des choses, notamment une méchante qui est archi caricaturale, alors que le film juste là évitait tout manichéisme, les personnages étaient très fins, c'était très finement écrit. La méchante à la fin pêche vraiment par un défaut d'écriture et j'ai pas trop compris cette fin qui est très caricaturale et qui retombe dans des poncifs, qui retombe dans des choses qui sont beaucoup plus premier degré. Le film aurait gagné à avoir une fin plus magistrale que ça. C'est dommage, mais sinon Antebellum, vraiment une excellente réussite. En 7ème position, le film Exit. C'est un des films les plus dérangeants, les plus dur à voir que j'ai vu au cinéma. C'est un film qu'on vit de manière viscérale. C'est un film qui nous fait plonger dans une expérience immersive en fait d'une personne qui est enfermée 6 pieds sous terre dans la construction d'un métro. De la boue s'effondre et elle se retrouve piégée avec 2 autres personnes sous terre et elle doit trouver du coup un chemin vers la sortie. C'est un film où tout est exigu, tout est comprimé, tout est oppressant, tout est étouffant. On sent que même les conditions de tournage ont été difficiles, les acteurs ont les bras qui sont griffés, ils doivent se rouler dans la boue, ils sont constamment en sueur.
sueur et ils sont couverts d'eau. On sent que même la caméra a été placée dans des endroits qui sont exigus, par moments il y a de la buée sur la caméra. On sent que les conditions de tournage ont été éprouvantes et on ressent ce film de manière éprouvante. Mais c'est pas comme dans Tenet, quelque chose qui est fatigant et insupportable. Là on sent que c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour être volontairement comme ça et quelque chose qui n'est fait que pour être immersif et surtout qui sert à nous mettre à la place des personnages et nous questionner sur nous, nos propres choix, nos propres agissements. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place des personnages? Comment est-ce qu'on aurait réagi? C'est aussi toute la grande force de ce film, étant donné qu'on est dans une ambiance en huis clos, on va se poser la question de la survie en groupe et le film aborde à travers les personnages plusieurs manières d'aborder les choses mais ne donne jamais un point de vue qui soit dicté, il ne donne jamais la bonne manière d'aborder les choses. C'est un film qui n'est pas manichéen, on te donne des situations, on te donne des pistes de réflexion et c'est à toi en tant que spectateur de juger les choses. C'est un des films les plus réussis dans son ambiance claustrophobique que j'ai pu voir, qui à côté de ça est très intelligent, profite de cette ambiance là pour développer énormément de messages. On a l'impression d'être constamment au cœur de l'action, on a l'impression de faire partie intégrante du film. Bref, c'est vraiment un film super réussi qui mérite largement d'être dans mon top de l'année. En 6ème place, un film dont je n'ai pas eu l'occasion de vous parler malheureusement dans mon rattrapage la semaine dernière, donc je vais un petit peu plus m'appesantir dessus, il s'agit de Jumbo. Jumbo, c'est un film, rien que le pitch m'intriguait. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme incarnée par Noémie Merlan en plus. J'ai un gros crush sur cette actrice qui tombe amoureuse d'une attraction dans un parc d'attractions et l'attraction s'appelle Jumbo. Je savais pas trop où ça allait aller parce que très honnêtement ça aurait pu très vite tomber dans de la moquerie ou dans de la caricature étant donné que l'on parle quand même d'un trouble. Alors je sais pas si c'est une maladie mentale, je sais pas si c'est un trouble, je pense que j'ai pas du tout la bonne catégorie, mais il y a des personnes en tout cas qui tombent amoureuses d'objets, c'est quelque chose qui est reconnu. J'avais très peur qu'on tombe soit dans une approche pathologisante où on essaye à tout prix de soigner le personnage, soit dans une approche qui soit très peu empathique, quelque chose qui soit plus de l'ordre de la moquerie, qu'on ait un point de vue qui soit très extérieur, un peu moqueur, un peu distant. Et en fait c'est une réussite, c'est un petit bijou, et c'est un petit bijou aussi d'émotion, c'est une vraie merveille. Parce qu'on voit très bien que le personnage principal, à part être amoureuse de cette machine, elle fait rien de mal en fait. Elle a pas de soucis de déréalisation, elle a pas de soucis de personnalité, elle a pas, je sais pas, elle a aucun trouble si ce n'est être amoureuse d'une machine. Et en fait tout le film essaye de te faire comprendre, ben qu'est-ce que ça a de mal? Et c'est vrai. Et certes on se dit ça change de la norme, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, mais qu'est-ce que ça fait? Elle fait de mal à personne finalement. Je peux pas m'empêcher d'y voir aussi une métaphore sur toutes les relations LGBT de manière générale parce que on va avoir toute une phase de rejet de la part de sa famille, on va avoir toute une phase où elle va être mise dehors et je peux pas m'empêcher de faire effectivement le parallèle avec ce que vivent encore des personnes LGBT qui sont mises à la porte par leur famille. C'est un film merveilleux qui ne juge jamais. Il essaye de nous faire être en empathie avec le personnage, il essaye de nous faire comprendre ce que vit et ressent ce personnage. C'est un film qui est très beau parce qu'il ne se moque jamais de ce trouble, il essaye de nous faire comprendre ce que vivent au quotidien les personnes qui en sont atteintes, ce qu'elles ressentent, et surtout on comprend cette histoire d'amour, c'est ça qui est très étrange, on arrive à comprendre cette relation, on arrive à comprendre cette volonté amoureuse, on arrive à comprendre les sentiments qu'elle développe pour cette machine. Le film n'est pas tombé dans l'écueil de donner une voix à Jumbo, il s'exprime d'une autre manière, et c'est ça qui est absolument incroyable, on arrive à comprendre la personnalité de la machine, on arrive à comprendre Jumbo, et ça je trouve que c'est une sacrée prouesse, et encore une fois ça nous aide à comprendre l'univers, ça nous aide à comprendre le point de vue du personnage principal. Noémie Merlan dans ce rôle est absolument fabuleuse, elle est tout en empathie, tout en émotion, tout en humanité, tout en sensibilité. Il y a des regards dans ce film qui sont d'une justesse incroyable. Quand elle regarde Jumbo, on sent un amour qui transparaît à travers son regard, qui transparaît à travers l'écran, qui est magnifique. Elle est solaire, lumineuse. A l'inverse, lorsqu'elle regarde sa mère, elle a un regard de mépris. Si jamais une seule personne dans ma vie me regarde avec le regard qu'elle lance à sa mère dans le film à ce moment-là, je pense que je me dis que ma vie n'a aucun sens. De toute façon, Noémie Merlan, c'est une personne voilà, qui a des grands yeux très expressifs, mais dans ce film, ça transparaît d'autant plus, la réalisatrice a beaucoup joué avec ça. Jumbo, enfin, c'est un film qui va être sur le registre du merveilleux. On va avoir beaucoup de choses de l'ordre du conte, de la fable, sur le plan de vue visuel aussi. Le fait que ça se déroule dans un parc d'attractions, on va avoir l'occasion de jouer beaucoup avec des lumières, des néons, des choses assez flashy qui vont être l'occasion visuellement de développer
une ambiance très douce, très belle, très lumineuse, très colorée, qui fait penser vraiment à un conte. C'est un très beau film, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu voir au cinéma. C'est un film émouvant, sensible, merveilleux, qui hélas a eu très peu de visibilité, a eu très peu de com. Même lorsque j'ai essayé de me renseigner par après sur ce film, j'ai vu que très peu de personnes en avaient fait des critiques. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir Jumbo. C'est un film qui ne se moque jamais de la maladie mentale, c'est un film qui essaye au contraire de nous faire comprendre à chaque fois ce que ressentent les personnes. C'est un film avec beaucoup d'empathie, d'humanité, c'est une ode à l'amour de manière universelle. C'est un film très beau, très sensible, très juste, avec des acteurs et des actrices qui sont fabuleux. Ruez-vous sur Jumbo, s'il vous plaît. S'il y avait un seul film de cette liste que vous devriez retenir, je vous en prie, allez voir Jumbo. En 5e position, Cagillionaire, pareil, une pépite de cette année qui hélas n'a pas forcément joui d'une très grande visibilité. C'est un film totalement improbable et inclassable dont je vous parlais la semaine dernière un peu plus longuement, donc je vais pas revenir dessus très longuement. C'est une petite pépite, un petit bijou d'émotion feel good dont on ressort avec la pêche et le sourire qui est absolument adorable, avec des personnages très attachants, très mignons. On suit finalement l'éveil à la vie d'une personne qui jusque-là a été brimée, qui vit avec des parents totalement en marge de la société, qui n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer, qui n'a jamais eu l'occasion d'être vraiment aimé, qui va s'éveiller petit à petit à l'amour et à la vie grâce à sa rencontre avec une jeune fille. Leur histoire d'amour, de toute façon, la romance lesbienne qu'il y a dans ce film est vraiment adorable. Mais même au-delà de ça, le fait d'assister à l'éveil à la vie d'un personnage, on a l'impression de s'éveiller à la vie avec elle, on a l'impression de redécouvrir ce qui fait que la vie est merveilleuse, ce qui fait que la vie est belle. Et à côté de ça, on a des moments qui sont purement de la comédie, avec des scènes absurdes, complètement loufoques, qui sont extrêmement drôles. Pour autant, c'est un film qui n'épargne pas d'avoir des sentiments sombres, parce que toute sa relation avec ses parents, qui sont du coup marginaux, qui sont des arnaqueurs à la petite sauvette, mais des arnaqueurs vraiment nuls quoi, qui se contentent de survivre, qui se contentent de petites arnaques, et ben sa relation avec ses parents est très toxique et on assiste à des scènes qui sont vraiment déchirantes. C'est ce qui rend son éveil à la vie, et les scènes où elle est heureuse d'autant plus touchantes, c'est parce qu'on l'a vu aussi assister à des choses vraiment très dures, on l'a vu vivre des moments qui sont déchirants, et se dire que ce personnage accède petit à petit au bonheur, c'est d'autant plus réconfortant. C'est vraiment une des grandes pépites de cette année. Peut-être que je lui consacrerai un ciné-pépite, on verra, parce que je pense que c'est un film qui mérite. Il est absolument génial, il est super réconfortant, super touchant, c'est vraiment un film qui m'enthousiasme. Un autre film qui m'enthousiasme et qui lui fera l'objet d'un ciné-pépite, j'en suis absolument sûre parce que j'ai déjà quasiment fini en fait le ciné-pépite que je vais lui consacrer. Il s'agit du Miracle du Sein Inconnu. C'est un film que j'ai revu en plus et je crois que je l'ai encore plus aimé la seconde fois où je l'ai vu. Il était encore dispo il y a pas longtemps sur Canal à la demande, donc pour les personnes qui ont Canal à la demande, ça vaut peut-être le coup d'aller voir s'il est encore dispo. En tout cas, je vous le recommande, il est vraiment excellent. C'est un film complètement absurde et très drôle. Alors il faut aimer soit l'humour absurde, soit le comique de situation, soit vous savez ce genre de film où il y a des blagues qui vont jouer sur le temps, où les scènes vont durer très longtemps et ça va être surtout sur la gêne qu'on ressent, la gêne que ressentent les personnages sur des situations qui vont être étranges, absurdes, mais qui vont durer dans le temps. Il faut aimer ce genre d'humour. Moi en tout cas, je sais que c'est le genre de truc qui me fait absolument hurler de rire. Et le Miracle du Sein Inconnu, c'est un petit peu les frères Coen ou Aki Kaurismäki, un mélange des deux. Voilà, vous mettez un petit peu la noirceur de Aki Kaurismäki et vous mettez l'absurde des frères Coen, vous mélangez tout ça et vous le mettez au Moyen-Orient et c'est le Miracle du Sein Inconnu. En plus c'est le premier film du réalisateur et j'ai trop envie de voir la suite de sa carrière. Si jamais ça continue comme ça, c'est absolument génial. C'est un film très drôle avec des personnages qui sont tous plus improbables les uns que les autres et des situations qui sont toutes plus improbables les uns que les autres. Par exemple, on suit le personnage d'un médecin tout fraîchement sorti de l'école qui va se faire muter dans un petit village paumé, complètement paumé, avec 3 habitants, et il est hyper enthousiaste et il a envie de bien faire, il a envie d'aider les gens, alors il s'installe à son bureau, il met tout bien en place, etc. Et en fait il se rend compte que toute la journée il n'a que des personnes qui viennent le voir, qui s'emmerdent, et qu'en fait il est là pour faire l'équivalent du café du commerce. On assiste petit à petit au fait que ce personnage devient de plus en plus désabusé, qu'il est de plus en plus blasé. Tous les personnages vivent des situations qui sont des situations du quotidien, mais qui sont toujours tournées à l'absurde, à la dérision, à la comédie. C'est un film très
très réjouissant, c'est un film qui est très drôle, c'est un film dont on ressort vraiment avec le sourire, et en plus de ça, c'est un film qui a un message très mignon, parce que le miracle du saint inconnu, c'est aussi le miracle du quotidien, c'est aussi le miracle que chacun peut réaliser. C'est un peu le miracle humain, c'est un peu un film qui montre que le miracle, il est à portée de tout le monde, si jamais on s'en donne les moyens. Voilà, c'est ce genre de petite morale que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et si jamais vous cherchiez un film drôle à voir pour vous remonter le moral en cette période de coronavirus, etc., franchement, c'est celui-ci qu'il vous faut. En troisième position, Swallow, un film qui fera aussi l'objet d'un ciné-pépite. Oui, je vais en avoir des trucs à écrire. Je vous le fais pas dire. Swallow, c'est un film de genre magnifique et qui ne se contente pas d'être un film de genre. C'est un film de genre qui a un postulat de départ simple, où on suit une personne qui a la maladie de Pica, c'est-à-dire qui va avaler plein d'objets qui normalement ne sont pas bons pour la consommation. Mais même s'il y a une montée en tension, qu'on se demande constamment jusqu'où elle va mettre sa vie en danger, le film ne se contente pas de ça. Il y a un moment où le film part dans une autre direction, où le personnage évolue, le personnage prend de nouvelles décisions, et c'est là que le film prend tout son sens. Swallow, c'est avant tout une histoire d'émancipation, une émancipation féminine, qui a donc forcément un fond féministe qui ne peut que me séduire. C'est en plus de ça un film qui est très très beau, qui va jouer sur des codes visuels et colorés qui sont très intelligents, très fins. Par exemple, au début du film, on va avoir des choses qui vont être plus dans des tons verts, verdâtres, c'est la couleur de la maladie, et au fur et à mesure, on va se décoller dans des tons qui vont être plus rouges, jaunes, donc les couleurs de la vie, les couleurs de la passion. Au fur et à mesure que le personnage s'émancipe, on va aussi avoir les couleurs qui vont gagner en contraste, en intensité, là où au début, le film est plutôt dans des couleurs assez froides, assez fades. C'est vraiment une des grandes réussites du cinéma de genre de cette année, qui ne se contente pas d'être un film de genre, mais qui propose à côté de ça un point de vue sur le monde. Je trouve que depuis quelques années, on assiste peut-être à une renaissance un peu du cinéma de genre, du cinéma d'horreur de manière générale, où on a de plus en plus des auteurs qui s'emparent de ça, qui s'emparent de ces codes, pour proposer des récits qui soient inventifs, originaux, pour proposer des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, et vraiment Swallow fait partie de toute cette nouvelle vague-là. En deuxième position, et j'ai longtemps hésité à le mettre premier, il s'agit de Invisible Man. Déjà, c'est un film que j'ai vu 4 fois cette année. C'est assez rare pour être souligné parce que les films que je revois, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, c'est des films voilà, où j'ai un amour qui est particulier pour, et Invisible Man, je l'ai vu 4 fois, et plus je le vois, plus je l'aime. Je vous parlais précédemment des réalisateurs qui s'emparent du cinéma de genre pour faire des choses qui soient intelligentes avec du fond. Invisible Man est complètement dans cette mouvance-là aussi. On a un film qui s'empare du mythe de l'homme invisible pour parler des violences conjugales et pour parler de l'invisibilisation des violences conjugales. Je trouve ça déjà ultra intelligent, parce qu'en fait l'homme invisible ça devient une métaphore de tous les hommes qui donnent des coups à leurs femmes qui sont invisibles. Et rien que ça, je me dis mais c'est absolument génial. Et à côté de ça, c'est un film qui est grandiose. Elisabeth Moss est absolument formidable, elle a une capacité d'émotion, elle a une capacité à... je sais pas, je l'ai découvert cette année dans The Handmaid's Tale, et je trouve vraiment que c'est une des actrices les plus intéressantes de notre génération. Je l'avais jamais vue en fait avant The Invisible Man et The Handmaid's Tale, du coup je l'ai découvert un petit peu en parallèle, et je trouve que c'est une actrice vraiment formidable, qui a une capacité de jeu, qui a une capacité d'émotion qui est vraiment absolument incroyable. En plus de ça, Invisible Man propose des scènes de tension qui sont ultra réussies. Il y a des jeux sur les ombres, il y a des jeux sur les silences, il y a des jeux sur le hors-champ dans ce film qui fonctionnent très très bien. Et pour tout vous dire, c'est un des films qui m'a fait le plus flipper de cette année. Pourtant je suis quand même pas mal vaccinée au cinéma d'horreur, hein. C'est un genre où je suis biberonnée depuis des années. Mais vraiment Invisible Man, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Il y a des scènes qui sont vraiment ultra angoissantes. Comme la menace est invisible, on ne sait jamais d'où ça va surgir, et cet aspect-là est ultra réussi. Je trouve qu'il y a des parties qui fonctionnent pas forcément toujours très bien, notamment à l'hôpital. Cette partie-là, je la trouve un peu moins réussie. Il y a des choses qui tombent un peu plus dans le grotesque, notamment quand on a la combinaison du mec qui est visible. Tout n'est pas forcément parfait, mais je trouve que la fin du film fait aussi énormément de sa réussite. Et on termine avec un sentiment de réjouissance et on a vraiment envie de gueuler « Yeah !» Tu l'as fait, tu l'as fait! Bref, je vais pas non plus m'étaler 107 ans, mais Invisible Man, je trouve que c'est vraiment une des grandes réussites de cette année. Dès l'instant où je l'ai vu, je savais que ce serait un grand coup de cœur, et j'ai vraiment hésité à le mettre premier, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Je pense très honnêtement que le premier et le deuxième film de mon classement se valent à peu près en termes d'amour que je leur porte. Et enfin, le premier film de mon classement, est-ce que ça vous étonne? C'est le premier film dont je vous ai parlé dans un Ciné Pépite, ma nouvelle émission où je mets en avant des films qui sont
peu connus, mal connus, qui ont été peu distribués. Il s'agit de La Llorona de Jairo Bustamante. Je pense qu'absolument tout le monde s'y attendait. Mais ce film, bon, si jamais vous voulez voir toutes les éloges que j'ai à en faire, n'hésitez surtout pas à aller voir mon premier épisode de Ciné Pépite que je lui ai consacré. Je trouve ce film absolument formidable. Qu'est-ce qu'il est beau déjà. Visuellement, c'est une claque. Le plan du début, qui est un long plan séquence avec un dézoom très très lent sur ce cœur de femme en train de faire des incantations. Rien que ce plan nous plonge dans une ambiance où on sent qu'il va être mystique, onirique, qui va être étrange, qui va être porté par une photographie sublime. C'est un film en plus de ça qui s'empare d'un sujet profondément politique, à savoir le génocide des Mayas au Guatemala, et qui va réactualiser le mythe, la légende de La Llorona, qui est une légende locale, pour parler de cette situation-là qui est politique, qui est actuelle, qui est militante. C'est un film qui réussit très très bien l'aspect cinéma de genre avec des scènes qui sont très étranges, il y a toujours un décalage constant avec la réalité. On ne sait jamais vraiment trop si on est dans un rêve ou plutôt un cauchemar ou dans la réalité. Il y a des scènes qui fonctionne très très bien sur cette bizarrerie-là, sur cette inquiétante étrangeté. Les acteurs et les actrices sont formidables, ils sont tous très droits, statuaires, froids. Leur physique un peu figé fonctionne extrêmement bien avec l'ambiance développée par le film. Bref, La Llorona, c'est sans doute ma plus grosse claque de cette année et je ne peux encore une fois que vous encourager à aller voir mon épisode de Ciné Pépite consacré à ce film et bien évidemment vous encourager à vous procurer ce film, à le payer parce que c'est vraiment un film qui n'a pas eu énormément de distribution, qui n'a pas eu beaucoup de diffusion, donc il faut encourager les distributeurs, il faut encourager les producteurs de ce genre de petits films et vraiment ruez-vous dessus parce que c'est une merveille, c'est une vraie pépite du cinéma de genre et une pépite du cinéma tout court. Voilà, mon top et mon flop de l'année 2020 est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre dans les commentaires votre propre top, flop, ainsi qu'à mettre vos vidéos. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc j'irai voir ça avec beaucoup de plaisir. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'il n'y en sortira pas la semaine prochaine parce que je serai sans doute pas là. Je vais me prendre un petit peu de repos. Les deux tournages ont été un petit peu éprouvants, je dois vous avouer, entre le rattrapage et le top flop. Ça fait deux gros tournages d'un coup, donc je vais peut-être me prendre une semaine de repos de vidéo, mais je vous en ressortirai une en tout cas le samedi d'après sans doute. Je vous dis à la prochaine en tout cas. Salut! Eh pépé, partez pas comme ça, vous avez quand même pas oublié le concours, parce que moi, j'ai pas oublié. Je suis désolée si jamais je vous filme cette partie au téléphone, c'est parce que je la filme un peu plus tard. En fait, je voulais être sûre de trouver les lots que je voulais, de trouver tout ce que je voulais. Donc je l'ai pas filmé avec le reste, et bah là je vous la filme au téléphone parce que c'est plus pratique pour moi. Donc ça va trembloter un petit peu, mais on s'en fout, c'est juste un message d'annonce du coup. Donc pour le concours, tout comme le premier que j'avais organisé sur ma chaîne, je mets 3 lots en place. Pour le troisième lot, il s'agit d'un bon d'achat dans ma boutique Etsy. En fait, avec ce lot, vous pourrez tout simplement gagner une de mes créations au choix sur la boutique Etsy et surtout restez connectés à mes réseaux sociaux pour vous tenir au courant des infos parce que je vais mettre en ligne très prochainement une nouvelle collection, une nouvelle série d'illustrations. Je vais aussi mettre en ligne des stickers, plein de nouvelles choses. En fait, pour ne rien vous cacher, je suis actuellement en train de faire les bons à tirer, donc ça va sortir vraiment très prochainement, donc surtout voilà, gardez ça aussi en mémoire pour participer à ce lot là. Pour le deuxième lot, je vais vous le montrer parce que j'ai moi-même l'exemplaire que je vais mettre, donc c'est exactement le même exemplaire que je vais mettre en jeu. Il s'agit d'une édition collector de Tous les dieux du ciel qui est édité par Extra Lucide. En fait, je vous fais gagner ça parce que déjà Extra Lucide Film, c'est une boîte que j'ai très envie de soutenir. Ce sont des distributeurs qui sont indépendants, qui sont tout petits, qui font la part belle à du cinéma de genre, qui font la part belle à vraiment des pépites, des films qui sont introuvables, des films qui sont improbables. En plus de ça, ils soignent énormément leurs sorties avec un très bon choix de graphisme, un très bon choix de bonus. Je trouve que ce sont des éditions qui sont absolument magnifique sur le plan de la qualité mais aussi sur le plan de la quantité. Tous les dieux du ciel, c'était un de mes films préférés de l'an passé, c'est pourquoi j'ai envie de vous le faire découvrir parce que c'est vraiment une pépite du cinéma de genre. C'est un film français, un premier film du réalisateur Quarks que je trouve vraiment absolument exceptionnel. Donc vraiment c'est une édition qui est absolument magnifique et je suis très heureuse de vous la faire gagner. Donc ça c'est le lot numéro 2. Et le lot numéro 1, bien évidemment, je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans vous faire gagner La Llorona. Et il s'avère que j'ai trouvé chez Potemkin Film une magnifique édition double DVD où vous avez à la fois Ishkanul, le premier film de Jairo Bustamante, et La Llorona, ainsi qu'un livret d'entretien et de photos du réalisateur, énormément de bonus aussi, donc des commentaires, des interviews, des making-of. C'est un coffret qui est magnifique et pour tout vous dire, je m'en suis aussi acheté un. J'en ai commandé un pour moi aussi. Pour participer au concours, tout comme le premier, c'est très simple. Il suffit que vous me laissiez un commentaire sous cette vidéo en précisant si vous voulez participer pour le lot numéro 1, à savoir
savoir La Llorona et Ishkanul, le lot numéro 2, à savoir Tous les dieux du ciel, ou le lot numéro 3, à savoir gagner une création sur ma boutique Etsy. Avec ce commentaire, j'aimerais que vous me parliez d'un film que vous avez envie de me faire découvrir ou de faire découvrir à mes abonnés, un film qui vous touche particulièrement, que vous adorez, une petite pépite, un film que vous trouvez pas assez connu. N'oubliez pas avec votre commentaire de me laisser un pseudo avec lequel vous joindre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Surtout ne mettez pas votre adresse mail parce qu'elle peut être récupérée pour envoyer des spams après. Donc laissez-moi un pseudo avec lequel je pourrais vous joindre parce que si jamais vous avez gagné et que j'ai pas de pseudo avec lequel vous contacter, je serai obligée de remettre votre lot en jeu. Le concours durera jusqu'au 14 février et surtout si jamais vous souhaitez m'encourager, me soutenir et faire en sorte que je puisse continuer à faire des concours, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Utip et mon Tipeee où vous pouvez me faire des dons. Actuellement j'essaye de vivre de ma chaîne YouTube donc je n'ai pas de revenus donc surtout n'hésitez pas à me soutenir, à m'encourager financièrement là-dessus et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous partage plein de contenus bonus, c'est aussi là que je vous partage toutes mes créations, mes dessins, les making-of et puis je suis tout simplement très en contact avec les gens de manière générale, je suis très volubile sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter donc n'hésitez pas à m'y suivre. Et voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo donc je vous laisse, à la prochaine et je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas de participer au concours, plus il y a de participation, mieux c'est. A plus.